Moi, je suis donc Delphine Six et je travaille à l'Institut des géosciences de l'environnement à Grenoble, un laboratoire du CNRS et de l'Université Grenoble-Alpes. Et je suis vraiment contente parce que ça fait un moment qu'on parle de venir montrer ce que le laboratoire fait sur le glacier de Gébrula, en soutien avec le parc de la Vanoise depuis de nombreuses années. Et donc, je pense que c'était l'occasion de vous montrer un peu aujourd'hui, alors bien sûr des résultats sur Gébrula, mais vous verrez, j'ai essayé de vous montrer un peu ce qu'on faisait au niveau du suivi des glaciers dans le monde. Et du coup, ça résonne un peu avec les points qu'a présenté Vincent juste avant. Donc, je vais vous montrer un peu le suivi qu'on fait sur ce glacier et les perspectives d'évolution qu'on pourrait envisager pour l'avenir, travailler sur l'avenir de ce glacier. Alors, pourquoi est-ce qu'on suit les glaciers de montagne? C'est exactement là aussi ce que vient de dire Vincent. Et on va vraiment le voir, c'est que les glaciers, en fait, face au changement climatique, il y a des enjeux pour les sociétés, que ce soit en termes de niveau des mers, évidemment. La glace qui fond, c'est de l'eau qui rejoint les rivières, puis la mer. Donc il y a un potentiel d'élévation des niveaux des mers qui est non négligeable si on cumule tous les glaciers de montagne. C'est de la ressource en eau dans beaucoup de régions du monde, que ce soit les Andes ou l'Himalaya. Les populations vivent en fait de cette eau de fonte des glaciers. Chez nous, on pourra en discuter un petit peu. Certaines concessions hydroélectriques sont vraiment dépendantes de l'eau des glaciers, que ce soit notamment dans le massif du Mont Blanc. Et puis, évidemment, il y a toute une partie aléa et c'est probablement ce qui risque aussi de nous occuper beaucoup dans les années à venir, parce que ces glaciers en retrait, bien voilà, c'est de la dégradation, on l'a vu un peu, des parois rocheuses, du permafrost, etc. Donc aujourd'hui, entre les poches d'eau, les chutes de sérac, voilà, les lacs qui se forment à l'aval des glaciers, bien c'est toute une partie de notre travail en fait qui est assez, qui devient de plus en plus prégnante en tout cas si on compare il y a encore 20 ou 30 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur ces glaciers? Est-ce que je vais vous présenter un peu en 3 points aujourd'hui, en faisant un peu des focus sur Gébrula, évidemment. C'est observer les glaciers dans ce contexte. Donc, on fait de l'instrumentation, de la mesure. Je vais vous montrer ce qu'on fait. Et puis, c'est pas tout d'observer les glaciers, évidemment. Il faut essayer de comprendre comment ces glaciers réagissent au climat, puisqu'on sait qu'ils réagissent au climat. Donc, on fait de l'analyse de données, des petits modèles. Je vais vous présenter ça succinctement, évidemment. L'idée, c'est de vous présenter quelques résultats importants. Et puis, la grande question qu'on nous pose beaucoup, c'est quel avenir vis-à-vis notamment du niveau des mers, de la ressource ou des aléas, quel va être l'avenir pour les glaciers de montagne? Et là, évidemment, pour tout ce qui est futur, on n'a pas de données. On parle de modèles et alors j'ai mis données climatiques, mais c'est de projections climatiques. Donc je vais vous présenter un peu tout ça en 3 points. Et puis, évidemment, après, je suis ouverte à toutes les questions que vous auriez sur ce sujet. Alors, vous m'en voulez pas, les photos. Ce n'est pas Gébrula, tout le monde l'a reconnu sur la photo. Il y a pas mal, j'ai mis quelques photos de Gébrula et il y a aussi des photos d'autres glaciers parce que voilà, au laboratoire, on suit finalement 4 glaciers, dont Gébrula, sur le long terme. Donc on n'en suit pas beaucoup, mais voilà, vous reconnaîtrez la mer de glace également ou argentière dans les photos. Donc, qu'est-ce que c'est que ces observations sur le glacier? La première observation, finalement, qu'on réalise, c'est mesurer ce qu'on appelle l'état de santé du glacier, c'est-à-dire le bilan du glacier, c'est-à-dire ce qui, chaque année, va constituer à la fois le stock de neige qui ensuite se transforme en glace, donc ce sont les précipitations solides, la neige, qui va tomber sur le glacier, qui va constituer le stock sur chaque année, et puis la fonte ensuite tout l'été de cette neige, et puis de la glace qui est en dessous. Donc on mesure en fait le bilan du glacier à la fois en hiver et à la fois en été. Donc là, il y a quelques photos qui illustrent en hiver les mesures qu'on fait de hauteur de neige et de carottage sur le glacier. Sur le glacier de Gébrula, si on regarde un petit peu, alors la carte, elle est peut-être pas très très claire, donc le haut du glacier finalement est en bas de la carte, donc le sens de l'écoulement est vers le nord. Et donc vous avez tous les points donc à la fois en rouge, donc ça constitue la zone d'ablation du glacier. Donc, c'est tous les petits points rouges et jaunes là que vous voyez. Donc, on fait toutes ces mesures que je présente là, notamment d'accumulation, puis ensuite de fonte sur ces points rouges dans la zone basse du glacier. Et puis, les points bleus, donc ils sont numérotés, mais ça, c'est pour nous, qui vous montrent les points dans la zone haute du glacier. Donc, vous voyez, on a des mesures ponctuelles. Donc, on a 6 points dans la zone haute du glacier et 20 points dans la zone basse du glacier. Donc, à peu près, donc, en moyenne, en tout cas, sur ce qu'on fait, nous, depuis des années, de façon extrêmement régulière, c'est 26 points de mesure sur ce glacier de Gébrula.
Du coup, mesurer l'état de santé, une fois qu'on a mesuré tous les printemps les hauteurs de neige sur le glacier, et bien ensuite, il faut aller suivre la fonte de cette neige et de la glace qui est en dessous. Pour cela, donc, sur Gébrula, alors qui est de tous nos glaciers, enfin des 4 glaciers qui sont suivis régulièrement, peut-être le plus, j'allais dire, difficile d'accès ou le plus long d'accès. Donc en fait, l'été, on ne réalise que 2 visites sur Gébrula. Donc une à peu près au milieu de l'été et puis une à la fin de l'été, donc en fin septembre, début octobre. Et ça nous permet comme ça de voir quelle est l'évolution de la fonte de la neige hivernale, puis de la glace qui est en dessous. Et pour suivre la fonte de la glace, en fait, on a des réseaux de jalons en bois là qu'on installe sur le glacier. Donc dans la zone basse du glacier, on a comme ça les 20 points que je vous ai montrés, où on a des jalons en bois qui font 10 mètres de long, et dont on relève l'émergence d'année en année, et qu'on va réimplanter ensuite sur Gébrula à peu près tous les 3 ans, puisqu'une fois que la glace fond, puisqu'on est dans une période où le glacier va perdre de la masse, hein, donc forcément nos jalons y ressortent, donc eh bien on va réimplanter nos jalons tous les 3 ans pour suivre au même endroit que ce qu'ils étaient précédemment. Et donc en faisant le cumul comme ça de ce que le glacier gagne et de ce que le glacier perd, eh bien on a une valeur de ce qu'on appelle le bilan de masse du glacier, donc en ces différents points. Alors si je vous montre, alors on ne va pas tout détailler évidemment, hein, mais c'est un peu pour vous montrer qu'il y a un suivi qui est extrêmement régulier, et notamment le fait de faire des mesures à la fois en hiver et comme ça suivre l'été. On le verra tout à l'heure, c'est extrêmement rare dans le monde. Les Français, pour ça, c'est pas du tout un cocorico pour moi ou pour le labo, hein, mais c'est quand même pour dire que la densité d'observations sur les glaciers qui sont faites en France sont à peu près uniques dans le monde. Donc depuis 1994, donc c'est mon collègue Christian Vincent et à l'époque aussi Louis Reynaud, c'est des noms que certains peut-être connaissent, avaient donc installé tout ce réseau de mesures à la fois en haut et en bas du glacier, et ont proposé de faire des mesures à la fois au printemps et en été. Et donc ces mesures biannuelles, bilan hiver plus BET, c'est vraiment quelque chose qui est unique. Et si on regarde, donc si on se place, donc on peut réaliser typiquement avec les observations que je vous ai montrées précédemment, on pourrait réaliser donc en n'importe quel point ce genre de schéma qui vous donne donc en blanc, c'est le bilan de l'hiver, hein, la quantité de neige qui tombe pendant l'hiver, et puis en gris, c'est ce qui reste finalement à la fin de l'été, donc c'est le bilan annuel du glacier. Alors j'ai juste mis quelques chiffres pour vous donner une idée. Faut bien comprendre que ces hauteurs de neige qui s'accumulent en hiver, puis ensuite la neige qui fond, la glace qui fond en dessous, tout ça, c'est de la densité du matériau qui est extrêmement différente, évidemment. Si entre de la neige fraîche et de la glace, on sent bien qu'on n'a pas la même densité. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle une conversion en équivalent en eau. En fait, c'est comme si finalement on faisait fondre et on ramenait tout à une valeur en eau, en multipliant par la densité en fait du matériau, que ce soit la neige, la glace, etc. C'est pour ça que quand on fait des carottages, on pèse aussi nos carottages pour avoir une densité des hauteurs de neige. Alors je vous ai mis par exemple une comparaison des bilans en hiver entre Argentière et Gébrula à 2800 mètres. Donc en hiver, sur le glacier de Gébrula, on a en moyenne, hein, sur les 26 ans, on a plus 1 mètre, l'équivalent de plus 1 mètre d'eau qui tombe en moyenne sur ces 26 ans, avec une grosse variabilité si vous regardez notamment dans les parties hautes du glacier. La précipitation hivernale, et vous le savez, je pense tous mieux que moi, c'est qu'il y a une grosse variabilité d'année en année. Et sans grande tendance, c'est ce qu'on verra aussi pour la suite finalement. On ne voit pas, statistiquement parlant, j'allais dire, de vraie diminution des hauteurs de neige sur la série à ces altitudes-là. Argentière, bien, il neige un peu plus. En tout cas, les hauteurs d'eau sont un petit peu plus importantes à ces altitudes, tout simplement parce qu'on a une forme de cirque sur Argentière qui fait qu'on a une suraccumulation de neige sur ce glacier. Donc, c'est assez différent d'un glacier à l'autre. Et puis ensuite, en été, c'est le bilan de l'été sur le glacier à 2800 mètres. Vous voyez que finalement, Gébrula et Argentière perdent la même quantité de matière, j'allais dire, mais transformée en eau, et ça revient à moins 3 mètres d'eau. Donc on a comme ça chaque année un stock de neige qui se construit sur le glacier et puis qui ensuite fond en partie évidemment. C'est tout le principe d'un glacier, c'est qu'on est censé avoir à la fin de l'été une zone haute du glacier dite la zone d'accumulation où il reste forcément un peu de neige de l'hiver, et c'est ce qui va reconstituer ensuite le stock du glacier qui ensuite s'écoule vers le bas.
Alors évidemment, vous voyez qu'il y a 26 points, c'est beaucoup, mais évidemment, c'est un réseau un peu lâche sur le glacier. Et donc, si on veut connaître finalement la perte de masse de l'ensemble du glacier, eh bien on a des calculs hein, pour ça. Alors, c'est pas des simples sommes de tout ça, c'est un calcul un peu compliqué, donc je passe largement de détails, c'est pas l'intérêt ici. Et puis, on a besoin, vous voyez que quand on n'a que 26 points de mesure, c'est pas sûr, même si on fait des calculs sur toute la surface, ramener à toute la surface, on a besoin de points j'allais dire, de contrôle. Et ces contrôles, en fait, ils se font avec ce qu'on appelle des images aériennes, donc tous les 5, 7 ans, beaucoup plus. Alors, images aériennes aujourd'hui, carte ancienne à l'époque, où on numérise en fait ces images et ça nous donne en fait ce qu'on appelle les modèles numériques de terrain. Et en faisant la différence de deux modèles numériques de terrain, eh bien, vous avez la perte d'épaisseur, finalement le bilan de masse, j'allais dire, total du glacier entre cette période-là. Et puis, il faut évidemment des points de contrôle GPS au sol pour caler toutes ces cartes et ces images. Donc, c'est ce qu'on réalise régulièrement. C'est les gros triangles que vous voyez sur Gebroula. Et puis, les petits triangles, donc c'est nos mesures. Et donc, on cumule finalement la perte de masse comme ça sur du glacier sur l'ensemble du siècle, hein, depuis la première carte des eaux et forêts, donc qui datait des armées, pardon, qui datait de 1904. Donc, sur le siècle, si vous cumulez d'année en année ce que gagne ou ce que perd le glacier, vous obtenez cette courbe-là. Donc la courbe rouge, c'est l'époque où il n'y avait pas de mesure, donc c'est des reconstitutions qu'on a fait à partir de données météo. Ça vaut ce que ça vaut. Les gros triangles, encore une fois, c'est les modèles numériques de surface qu'on a avec les images ou les cartes, les images aériennes ou les cartes. Et puis les petits triangles noirs, donc c'est les observations. Et on cumule comme ça d'année en année. Et donc, ce que vous observez, hein, c'est un schéma, on verra après, assez classique pour l'ensemble des glaciers. Comme l'a dit Vincent, depuis le petit âge de glace, donc la fin du petit âge de glace, donc vers 1850, les glaciers perdent de la masse. On a eu des phases soit de périodes un peu stables, en début du siècle, 1900, peut-être que... Non, je sais pas s'il y a ma souris. Dans cette période 1900, 1940, bon, pas de grande tendance, une forte perte de masse dans les années 40, 55, à nouveau donc un gain voilà, qui est assez connu, hein, toute la période de l'or blanc et de la neige à profusion en hiver sur toutes les régions alpines. Et puis depuis le milieu des années 80, eh bien, une forte perte de masse. Et donc, si on fait ce calcul sur Gebroula et si on transforme, alors cette fois-ci des mètres d'eau, finalement, je vous les ai reconvertis en mètres de glace pour vous donner une idée. En fait, le glacier, en moyenne, hein, sur toute sa surface, a perdu 40 mètres de glace depuis le début du siècle. Alors évidemment, les zones basses perdent beaucoup plus et les zones hautes du glacier ont perdu beaucoup moins. Mais si on faisait, si on imaginait, on a raboté en moyenne le glacier de 40 mètres de glace depuis le début du siècle. Alors, si on compare avec les autres glaciers de notre réseau, donc que sont le glacier d'Argentière et la mer de glace sur la vallée de Chamonix, et puis le glacier de Saint-Sorlin dans le massif des Grandes Rousses, vous voyez que le signal, en fait, il est très commun. Alors, tous les glaciers ne perdent pas la même quantité, mais en tout cas, la variabilité d'une année à une autre, elle est extrêmement proche. Et donc, on a un signal comme ça sur l'ensemble des glaciers où on voit bien la perte de masse depuis les années 80, avec Saint-Sorlin qui perd beaucoup plus. Et si on avait rajouté le petit glacier de Sarenne, voire le feu glacier de Sarenne qui est à l'Alpe d'Huez, puisqu'il y a quasiment plus rien de glace, et bien Sarenne perd encore plus. Donc en fonction de l'orientation, en fonction de l'altitude où sont ces glaciers, en fonction de, voilà, les glaciers d'année en année perdent pas la même quantité, mais finalement, si on regarde d'une année à une autre, le signal, il est assez commun. Et c'est pour ça qu'en fait, ces glaciers, on les appelle des vrais indicateurs du changement climatique et du changement climatique en montagne. Et ça, c'est important parce que effectivement, on a peu, j'allais dire, de mesures conventionnelles type Météo France hein, dans les montagnes. Et plus on monte en altitude, moins on en a. Et finalement, on se rend compte que les glaciers réagissent vraiment au climat. Et finalement, c'est une grosse station météo, hein, un glacier, puisque ça mesure à la fois les précipitations, d'une part, avec la neige, et puis, enfin, ça enregistre, pardon, et puis finalement, tout ce qui est lié à la fonte, ben, c'est tout ce qui est relatif au rayonnement, à la température, à l'humidité, au vent, etc., aux nuages. Et donc, tout ça traduit finalement comme une grosse station météorologique. Donc, régionalement, on a une vraie signature locale, et en fait, on se rend compte qu'il y a un suivi régulier qui est indispensable.
finalement, c'est aussi pour ça qu'on ne suit pas, en tout cas finement, avec des mesures sur le terrain, énormément de glaciers, parce qu'on voit que le signal est assez commun. Donc après, on peut utiliser des outils satellites, je vous le montrerai après, pour avoir une idée de ce qui se passe au niveau de la couverture régionale. Mais globalement, ces mesures régulières, fines, sur un réseau... alors nous, on le trouve dense, 26 points de mesure, pour nous c'est dense quand on va faire les mesures. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable et qui est unique. Un petit point, effectivement, donc depuis les années 80, les glaciers perdent de la masse. Et alors depuis les années 2003, depuis l'année 2003, en fait, il y a encore une cassure un peu plus importante. Je vous montrerai les chiffres après. Et il faut savoir que si on prend ces bilans de masse du glacier de Gébrula ou d'autres glaciers, eh bien, si on se dit on prend les 10 années les plus négatives depuis qu'on fait des mesures, bien, il y a 9 de ces 10 années les plus négatives qui sont après 2003. Donc ce qui fait quand même une accélération aussi de la fonte depuis le début des années 2000. Alors, mesurer l'état de santé du glacier, ce qui lui tombe dessus, on va dire, ou ce qu'ils font, c'est la variable clé. Puis une fois que toute cette masse de neige et de glace est à la surface du glacier, évidemment, elle va s'écouler. Il va y avoir ce qu'on appelle la dynamique du glacier, donc à la fois les vitesses, les épaisseurs, la longueur, la position du front du glacier. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les paramètres de la dynamique du glacier. Et donc, cette dynamique, en fait, c'est que ce soit la vitesse, la position du front, c'est ce qui réagit en fait aux entrées de bilan de masse dont on parlait juste avant. Donc, c'est aussi extrêmement important de les connaître. Ça permet de comprendre en fait, et notamment de simuler aussi par la suite la réponse du glacier aux entrées de bilan de masse. Donc, on a un set de mesures qu'on fait sur le glacier, par mesure, alors qu'elle soit GPS, qu'elle soit radar, qu'elle soit lidar. Donc ça, on pourra en reparler aussi. Donc c'est extrêmement aussi important de mesurer tout cet ensemble de la dynamique du glacier. Et c'est là où il y a vraiment à nouveau quelque chose. Alors tout à l'heure, je parlais de effectivement le bilan de masse, on le mesure depuis les années 80. Par contre, certains paramètres de la dynamique, et notamment les variations d'épaisseur sur des profils comme ça que vous voyez en travers sur la ligne verte, sur les lignes vertes, les 4 lignes vertes que vous voyez là, je ne sais pas si c'est très très clair, eh bien elles sont mesurées par contre depuis très 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 longtemps. Et ça, c'est vraiment quelque chose unique en tout cas sur ce glacier de Gébrula, avec des mesures notamment sur le bas du glacier qui sont réalisées depuis 1904 et pratiquement, en tout cas en début, pratiquement on continue. Puis le laboratoire, donc à l'époque il s'appelait le laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement, le LGGE de Grenoble, a commencé les mesures sur des profils un peu plus hauts en 1986. Et puis mon collègue Christian et moi avons initié des mesures sur 2 autres profils donc en 2007. Juste pour vous dire, par exemple, qu'est-ce qu'on fait sur ces profils. Donc, on se promène. Elles sont un peu compliquées, les figures, mais finalement, il faut juste avoir l'image globale. Regardez pas les chiffres. C'est juste chaque année, en fait, sur ces profils, de la rive droite à la rive gauche, RD, RG, sur les profils. Alors, ils ont des petits noms, suprême, supérieur, ça c'est l'historique. Voilà, faut passer. On mesure comme ça avec notre GPS ou à l'époque par théodolite. On se promène sur ces profils, toujours les mêmes, toujours au même endroit, et ça vous donne finalement l'altitude de la surface sur ces profils. Et vous voyez comme ça qu'on a une connaissance très fine de ce qui se passe sur ces profils. Et ces variations d'épaisseur, finalement, on voit bien que le glacier, il perd de l'épaisseur sur ces profils. Et c'est vraiment lié à la fois aux entrées de bilan de masse et puis à la dynamique propre du glacier, c'est-à-dire notamment aussi tous ces paramètres topographiques, que ce soit sa pente, sa taille, etc. Un glacier qui est plus pentu, plus gros, va plus vite, etc. Donc en fait, j'ai résumé finalement sur cette figure. Les figures, si elles sont là, vous aurez l'occasion de les regarder pour les détailler. Moi, je ne vais pas détailler les chiffres, évidemment, mais à nouveau, c'est pour vous dire à quel point ces mesures de long terme, chaque année, de façon régulière, si vous regardez un petit peu ce qui se fait ailleurs, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'unique. Et c'est grâce à ces mesures qu'on va pouvoir simuler les glaciers, et notamment simuler le futur des glaciers. C'est ce que je vous présenterai tout à l'heure. Alors, donc on a aussi des mesures de vitesse, ça c'est les mesures du bas. Évidemment, plus vous descendez sur les profils violets et orange, là donc c'est le bas du glacier, la vitesse elle est quasiment nulle puisqu'on arrive au front du glacier. Donc autant quand vous avez vers le haut, vous avez un certain mouvement de la glace. Évidemment, arrivé au bas du glacier, il n'y a plus de glace, donc il n'y a plus de mouvement. Voilà, donc du coup c'est ce que montrent ces figures, et c'est vraiment pour vous donner voilà les séries, la prospective de ces séries
long terme. Et ce qui nous permet, nous, de faire des modèles de la dynamique et de voir comment, quand on met de la masse sur le glacier, donc quand on a un bilan de masse sur le glacier, quelle va être la réaction du glacier en termes de vitesse et de longueur et de variation d'épaisseur. Alors, si on élargit un peu maintenant Gebroula par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le monde, les Alpes, c'est vraiment des surées uniques au monde. Alors là, j'ai mis des observations de Valo sur la mer de glace où il mettait à l'époque des cailloux peints et il venait relever la position de ce glacier. Voilà, où on remarque donc sur l'image de droite que la vitesse du glacier, elle est plus élevée au centre. Hein, on voit bien l'espèce d'écoulement du glacier. Et puis sur les bords du glacier, bien pris dans ses rives de la mer de glace, hein, la vitesse est beaucoup plus faible. Et juste pour vous resituer, donc dans le monde, les inventaires actuels recensent à peu près 250 000 glaciers dans le monde, hors Antarctique et Groenland. Et au final, sur ces 250 000 glaciers, c'est pour vous donner un ordre d'idée, il n'y a que 30 séries, donc 30 glaciers finalement, qui ont plus de 40 ans de mesure continue. Donc vous voyez que c'est absolument rien du tout. Et on a la chance en France donc d'avoir ces longues séries. Et ces longues séries, en fait, elles sont intégrées donc, dans ce qu'on appelle un service national d'observation qui est géré par le CNRS et le ministère de la Recherche. Donc c'est ce qu'on appelle le réseau Glacioclim, voilà, que je gère ici à l'IGE. D'où ce suivi long terme, c'est vrai que les glaciers, on les dit sentinelles du climat, on les dit icônes du changement climatique, et ça, c'est des messages en fait qui viennent évidemment de la communauté scientifique. Là, je vous ai mis les deux images de la mer de glace, tout le monde voit qu'effectivement les glaciers grossissent, perdent du volume suivant les périodes, et il faut évidemment traduire ça en termes de climat, mais en tout cas, c'est juste pour vous montrer que finalement les messages à la communauté nationale, internationale, si on savait évidemment que les glaciers réagissaient au climat, mais vous savez que j'en reparlerai juste après, qu'il y a un groupe un organisme mondial qui travaille sur le réchauffement climatique, ce qu'on appelle l'IPCC ou le GIEC en français, donc qui rassemble tous les scientifiques du monde entier et donc qui donne des résumés comme ça, des livres et puis des résumés à tous les décideurs du monde entier. Et donc une des conclusions de ce rapport, donc des rapports qui sortent à peu près tous les 6 ans, 5 ou 6 ans. Et donc en 2013, effectivement, il y avait cette phrase que j'ai relevée là, sur les 2 dernières décennies, la masse des calottes a diminué, les glaciers de pratiquement toutes les régions du monde ont continué à reculer. Et ça, c'est vraiment du coup des choses, voilà, c'est des messages qui sont affichés par la communauté, qui sont inscrits, et il faut que tous les pays du monde qui participent à l'IPCC soient d'accord pour ratifier ce texte. Alors, une fois qu'on sait que les glaciers ils perdent du volume, il faut essayer de comprendre pourquoi les glaciers perdent du volume. Donc, on voit qu'effectivement, depuis un siècle, on perd de la masse. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est en fait, depuis 30 ans, nos observations, ce qu'on a pu montrer, le travail qu'on réalise avec Christian et d'autres ici au laboratoire, c'est que depuis 30 ans, en fait, au final, on n'a pas de grosse tendance encore à nouveau sur les précipitations d'hiver. C'est extrêmement variable d'une année à l'autre. Beaucoup se souviennent probablement de l'année 2001, qui était exceptionnelle en termes d'accumulation hivernale, et puis des années beaucoup plus compliquées. Donc, ce qu'on a pu observer, c'est que les glaciers, en fait, sur l'année, le fait que les glaciers perdent du volume, c'est lié à l'augmentation des températures d'été dans les Alpes, à une augmentation de la longueur des saisons de fonte. C'est vrai que si on se place au début des années 80, eh bien, en tout cas, les glaciers, ça fondait de fin juin à fin août. Et puis aujourd'hui, on voit bien que la neige, elle fond de plus en plus tôt, que le mois de juin est souvent très très chaud, juillet, août, septembre, parfois même jusqu'en octobre. Donc on a vraiment un allongement comme ça de ces saisons de fonte, ce qui joue du coup beaucoup sur les glaciers. Pour certains glaciers, on a observé évidemment un noircissement des surfaces, des glaciers qui sont notamment très encaissés. Quand ils perdent du volume, eh bien, on a des éboulements rocheux qui peuvent se produire dessus. Alors ça peut avoir 2 effets. Si vous avez beaucoup de cailloux, ça protège complètement le glacier. Si vous avez juste de la poussière fine d'éboulement, eh bien, au contraire, ça augmente très largement la fonte sur le glacier. Et puis on observe, alors ça c'est des travaux un peu préliminaires, mais globalement il y a une évolution des régimes de vent dans les Alpes en été. Et ce qu'on observe, c'est que ça joue beaucoup sur la rugosité en fait de la neige et de la glace, et que ça a tendance à augmenter en fait, que les flux à la surface de la glace augmentent et que ça augmente la fonte sur les glaciers.
Tout à l'heure, je disais qu'il y avait une accélération depuis 2003. J'ai mis par exemple ici 500 lins pour vous montrer cette rupture de pente. C'est toujours mon bilan de masse cumulé sur, cette fois-ci sur 500 lins, pour vous montrer que voilà, dans les années 50, 80, c'est ce que je disais, on perdait pas, voire même on gagnait sur certains glaciers de la masse. Des années 80 au milieu des années 80 au début des années 2000, on perdait environ, encore une fois, si on rabotait notre glacier, c'était en moyenne, on perdait 1 mètre de glace, de glacier, enfin d'épaisseur de glace par an. Et puis depuis le début des années 2000, ben voilà, Saint-Sorlin, on a doublé, on est à plus de 2 mètres de glace rabotée en moyenne sur toute la surface du glacier. Alors, est-ce que c'est partout pareil dans le monde? Alors là, je m'excuse parce que en fait, je l'avais pourtant la courbe remise à jour, mais là, elle va pas jusqu'en 2020. Mais c'est pas très très grave. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a une perte de masse qui est globalement généralisée sur l'ensemble des glaciers du monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a peu d'observations au sol, et donc pour suivre un peu tout ça, on utilise les outils satellites. Ceci dit, les outils satellites, en tout cas les plus précis, ce qu'on peut faire aujourd'hui, notamment avec les satellites Sentinelle, Pléiades, etc., c'est 5-10 ans grand max. Ensuite, on a des satellites avec des beaucoup plus grosses résolutions, donc on peut remonter à 20-25 ans, et puis après, ça s'arrête là. Donc, ce sont essentiellement des reconstitutions qui sont faites là, et puis un peu des observations. Donc, on voit qu'on perd de la masse dans pratiquement la plupart des massifs du monde, sauf notamment, alors ça a été le cas en Scandinavie, même c'est pour ça que je regrette de ne pas avoir continué la courbe, parce que maintenant, ça y est, la Scandinavie, elle commence aussi à baisser. Tout simplement, la Scandinavie, effectivement, vers les années 90-2000, a gagné de la masse, les glaciers de Norvège et de Suède, parce qu'en fait, le fait qu'il fait un peu plus chaud dans ces régions a fait qu'il a fait un peu plus humide, et comme ce sont des glaciers extrêmement proches de la mer, en général, ils reçoivent des grandes quantités de neige, et ça a eu tendance du coup à augmenter en fait le volume des glaciers. Et un autre exemple comme ça un peu anecdotique, c'est ce qui se passe donc dans la chaîne himalayenne, donc qui part donc du Pamir Karakoram à l'est jusqu'au fin fond du Bhoutan, j'ai dit quoi, à l'ouest, pardon, jusqu'au fin fond du Bhoutan à l'est. Et on a, à partir d'images satellites sur 2000-2016, reconstitué comme ça, donc ce que je vous ai présenté, le bilan de masse des glaciers. Plus c'est rouge et plus il y a de la perte de masse, et plus vous arrivez vers le bleu, et plus au contraire vous avez des gains de masse. Et en fait, on a effectivement, ce que je vous disais, c'est que globalement, effectivement, la chaîne himalayenne perd du volume, sauf dans cette région du Pamir. Du Pamir et du Karakoram, où on a une augmentation de masse sur les 16 dernières années, ce qui fait que pour beaucoup, voilà, quand on parle de réchauffement climatique, parfois les gens peuvent douter, et peuvent douter que les glaciers finalement représentent le changement climatique, mais tout simplement en fait parce que dans ces régions, comme en Scandinavie, au final, on a eu à cause des augmentations de température, des grosses variations du régime des précipitations, que ce soit du régime des moussons ou des précipitations d'ouest, et on a du coup des glaciers qui ont gagné de la masse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, beaucoup de gens utilisent le terme de réchauffement climatique, mais en fait, on n'est pas dans un réchauffement climatique. La planète Terre, c'est un gros système voilà, qui englobe tout hein, au niveau de l'atmosphère, des océans, de la végétation, etc. Et donc tout ça réagit ensemble, et finalement, du coup, on parle bien de changement climatique, et à l'échelle mondiale, on a bien un changement climatique, et voilà, on parle beaucoup d'événements de crues, d'inondations, etc., ou de sécheresse. On voit bien que ce n'est pas l'évolution du climat, ce n'est pas seulement un simple problème de température au final. Donc les glaciers sont bien des bons indicateurs du climat. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc évidemment, moi, ce que je voulais juste conclure sur cette partie, c'est que les connaissances des scientifiques, évidemment, elles évoluent par le travail. Ce qui me semblait important aussi de dire, c'est que les laboratoires du monde entier, en fait, travaillent en commun, toujours au travers de ce groupe sur le changement climatique, l'IPCC, qui est apolitique. Enfin, il n'y a pas c'est pas géré par des gouvernements, c'est pas géré par le système économique mondial. C'est vraiment quelque chose de très indépendant, et c'est des exercices qui sont absolument précieux et qui sont énormes dans la communauté, où tous les scientifiques du monde entier en fait travaillent pour produire cette science en fait de l'évolution du climat, voilà, remise à jour tous les 6-7 ans, ça dépend. Du coup, les connaissances, elles évoluent un peu. Je voulais juste vous montrer ce que représente en fait la fonte si
j'ai bien dit si, hein, on faisait fondre l'ensemble à la fois des glaciers du monde, de tous les petits glaciers de montagne, tels que finalement, voilà, Gébrulin en fait partie, et les deux grosses calottes, Antarctique et Groenland, si on faisait fondre donc l'Antarctique au pôle sud. Donc, c'est des connaissances qui sont remises à jour parce qu'on améliore les systèmes de mesure, évidemment, au fur et à mesure des années, hein, comparé à voilà, les années de l'IP. En noir, c'est les mesures les observations de l'an 2000, et puis en rouge, c'est les observations de 2013. Vous voyez que les connaissances évoluent et donc on affine. Donc, l'Antarctique, typiquement, si on faisait fondre tout l'Antarctique, on augmenterait le niveau des mers de 58 mètres. Enfin, non, les virgules qui sont derrière, on va prendre des pincettes, hein. Le Groenland de l'ordre de 7 mètres, et si on faisait fondre tous les petits glaciers du monde, on serait de l'ordre de 41-40 cm. Alors les gens nous disent toujours, oh bah au final, voilà, c'est pas grand-chose. Ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que comparé à l'Antarctique, évidemment les volumes sont pas du tout les mêmes. Par contre, c'est maintenant que ça nous concerne, et l'Antarctique va pas fondre demain de ses 58 mètres, évidemment. Donc c'est plutôt du long terme, alors que les glaciers du monde, on voit aujourd'hui donc perdre de la masse, et c'est dans les 50-100 ans qui viennent que ça va nous concerner. Et 40 cm, c'est quand même énorme, puisqu'il y a à peu près 200 millions d'habitants sur cette planète qui habitent entre 0 et 1 mètre de dénivelé. Donc si on rajoute 40 cm, plus le Groenland qui lui a tendance à s'emballer en plus, voilà, on y est très vite au 1 mètre, donc ça pose des problèmes démographiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est ma dernière partie sur, évidemment, à nouveau, que ce soit pour le niveau des mers tel que je viens de présenter, que ce soit pour la ressource en eau, que ce soit pour les aléas, eh bien, on souhaite simuler le devenir des glaciers sur la planète Terre. Et est-ce que c'est si simple? Alors, j'espère ne pas vous perdre. Mais pour vous montrer qu'à la fois c'est complexe de simuler le devenir du glacier, d'un glacier ou des glaciers du monde. Donc est-ce si simple? Eh bien non. Tout d'abord, il nous faut évidemment le futur, personne n'est devin. Donc savoir ce qui va se passer dans les années, dans les décennies à venir, c'est complexe. Tout d'abord, on a besoin, et ça c'est quelque chose, avant de parler de climat, on a besoin de scénarios d'évolution socio-économique. Donc ça, c'est dans l'IPCC, les rapports que je vous présentais. Il y a toute une partie à la fois d'économistes, de démographes, de sociologues qui travaillent sur l'évolution de la démographie mondiale, sur la consommation mondiale et sur les modes de consommation, évidemment, voilà, en termes de consommation de charbon, en termes de consommation électrique, en termes, etc. Et à partir de là, en fait, il propose des scénarios. C'est ces scénarios que je présente là, c'est ce qu'on appelle dans le langage des scientifiques, là, les RCP. Donc ce sont des trajectoires, et notamment, c'est converti en trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a 4 scénarios. Alors aujourd'hui, la communauté, elle travaille sur des nouveaux scénarios. Mais bon, bref, je présente ce qui existe encore, ce qu'on utilise encore. On a 4 scénarios de gaz à effet de serre pour d'ici à 2100. C'est ce qu'on appelle les RCP, donc 2.6, 4.5, 6 et 8.5, que vous voyez dans la courbe du haut. Le 8.5, c'est des fortes émissions de gaz à effet de serre. Le 6 et le 4.5, c'est de la stabilisation. Et le 2.6, le scénario 2.6, c'est qu'on va contrôler nos émissions. Donc ça, c'est vraiment lié aux énergies, notamment aux énergies fossiles, mais pas que, hein, y compris sur l'agriculture, etc. Enfin, tout est lié sur l'évolution de ces fameux gaz à effet de serre qui ont tendance à augmenter nos températures. Et alors, ce qu'on lit beaucoup et ce qu'on voit beaucoup, c'est que ces scénarios, les gens confondent en fait ce scénario donc avec des augmentations potentielles de température. Or, si je lis le RCP 2.6, ça ne veut pas dire que la température à la fin du siècle, elle sera de plus 2,6 degrés, pas du tout. C'est juste que ce sont les watts par mètre carré que ça va rajouter à la surface de la Terre. Vous savez que la Terre, c'est une immense machine climatique qui reçoit de l'énergie du Soleil, on reçoit de l'énergie, c'est des watts, voilà, traduit en watts par mètre carré. Et donc ces scénarios, voilà ce qu'il faut retenir, parce qu'on entend beaucoup de choses sur ces valeurs, et parfois mal dites. Ce sont vraiment des forçages, des suppléments de watts par mètre carré qu'on rajoute à la surface de la Terre, qu'on traduit ensuite en termes d'augmentation, notamment de température, de précipitation et de tous les paramètres météo ou climatiques que vous voulez. Donc pour traduire ça, on a besoin du coup de représenter la Terre et d'avoir des modèles physiques de cette Terre qui représentent tous les processus ou tous les compartiments en fait à la surface de la Terre, les océans, l'atmosphère,
l'hydrosphère, donc tout ce qui concerne les lacs, les rivières, etc. La cryosphère, c'est-à-dire tout ce qui est la neige, la glace, le permafrost. La biosphère aussi, tout ce qui est végétation. Et tous ces compartiments, en fait, ils interagissent les uns avec les autres. Et on a besoin de comprendre leurs interactions, d'une part, et puis d'essayer de voir comment est-ce que ces différentes interactions, elles évoluent. Alors, ce transparent, n'en prenez surtout pas peur, je ne le décris pas. Je regarde juste ça pour vous montrer. En fait, ça, c'est la Terre. Et qu'est-ce qu'on fait, en fait, à la surface? Qu'est-ce que font les modélisateurs de la Terre? Ils découpent la Terre, enfin, ils découpent. Ils font dans leur modèle des petits maillages comme ça à la surface de la Terre, plus ou moins grands, en fonction de ce qu'on veut regarder, à la surface. Ils font des maillages aussi donc sur la partie, l'enveloppe, ma souris a disparu, sur l'enveloppe ici extérieure qui concerne l'atmosphère, où ils découpent comme ça. Et finalement, dans chaque point de ces petits carrés, ce qu'on appelle des points de grille, eh bien, on va calculer, les modèles, pardon, calculent toutes les équations liées à la dynamique de l'atmosphère, de l'océan, etc., les conservations de la masse, de l'énergie, bref, je vous en passe, pour essayer de voir comment, en fait, ces différents petits points à la surface de la Terre, en fait, agissent entre eux, réagissent entre eux et vont réagir dans le futur. Donc, les modèles de Terre, que ce soit les modèles de climat, les modèles d'océan, les modèles de biosphère, etc. C'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement lourd. Évidemment, ce n'est pas des choses qui tournent sur nos PC ici, c'est des énormes calculateurs. Et il y a comme ça donc, des modèles, donc, typiquement en France, des modèles de climat qui interagissent entre l'océan, etc., l'atmosphère et tout ça. On en a deux. Il y en a un qui est à Météo France, qu'il ne faut pas confondre avec le modèle de prévision de Météo France. C'est deux modèles différents. Quand on fait du climat, c'est vraiment regarder à l'échelle de 30, 50, 100 ans, alors quand on fait de la prévision météo, c'est la prévision pour le lendemain, et si ils sont bons à 7 jours. Donc, c'est pas du tout... Enfin, évidemment, c'est la même Terre, vous allez me dire, c'est les mêmes interactions, mais on ne regarde pas du tout aux mêmes échelles. Et puis, il y a un autre modèle qui est par un laboratoire de Paris qui s'appelle l'IPSL. Donc, la France a deux modèles et l'ensemble des pays du monde, donc quelques pays dans le monde ont comme ça des modèles. Et donc, on intercompare tous ces modèles et toutes les sorties. Et évidemment, on essaye de valider sur des observations passées pour essayer ensuite de pouvoir faire des projections futures. Alors, là, vous allez me dire, on est très loin du glacier de Gibraltar. Donc, on a besoin, effectivement, ces modèles, ils travaillent à l'échelle globale. Puisque, comme tout est en interaction, on ne pourrait pas se contenter de regarder ce qui se passe sur une montagne. Ce qui se passe ici dans nos régions à l'est de Grenoble dépend parfois des précipitations d'ouest, qui, elles, dépendent de ce qui se passe sur l'océan, qui, lui, dépend de ce qui se passe, etc., etc. Donc, en fait, tout est lié. Donc, on fait des simulations à l'échelle du globe et ensuite, on régionalise, on vient regarder ce qui se passe par des calculs à l'échelle régionale que sont les Alpes. Et si je vous montre juste un extrait, par exemple, ça, c'est une sortie d'un modèle climatique à l'échelle globale, à l'échelle du monde, donc toujours en fonction de mes petits scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on regarde l'évolution des températures à l'échelle du globe, on va prendre un peu plus de 4 degrés, 4 degrés et demi à l'échelle du globe d'ici à 2100 avec le scénario pessimiste. On est plutôt à un demi à 1 degré avec le scénario optimiste. Et ça, on le traduit donc en évolution en fait notamment de température par exemple. Et ici, je vous ai montré donc pour les trois scénarios quelle va être l'évolution des températures suivant les trois scénarios. Donc à 2700 mètres sur le massif du Mont Blanc. Actuellement, on est ici, en moyenne annuelle, il fait de l'ordre à peu près de moins 1,5 en moyenne annuelle. Et puis, on va gagner, on arrive jusqu'à 5, un peu plus ici à la fin du siècle avec le scénario pessimiste. S'il y a des enveloppes, c'est juste parce que c'est ce que je vous disais. Donc, il y a 3 scénarios de changement de gaz à effet de serre, mais chaque pays ayant son modèle, qu'aucun de ces modèles n'est parfait, eh bien, on intercompare tous ces modèles et ça vous donne les enveloppes là que vous voyez, typiquement l'enveloppe rouge ici, autour de la courbe moyenne en fait, de tous ces modèles. Et ensuite, une fois qu'on a pu sortir donc, ces évolutions des variables climatiques à l'échelle de la région, voire à l'échelle d'un massif, donc en ayant validé tout ça, évidemment, notamment sur les observations passées, eh bien, on se sert de toutes nos connaissances, donc les modèles, alors même si je ne les ai pas décrits, de comment réagissent les résultats que je mettais tout à l'heure sur comment les glaciers réagissent au climat. On se sert de ces connaissances pour simuler le futur avec plein de modèles, voilà, notamment des modèles de la dynamique glaciaire, etc. Et on valide avec des séries passées. Juste pour vous montrer, pareil, courbe très complexe, ça, c'est l'évolution des bilans de masse attendus d'ici à 2100 avec tous les modèles.
vous voyez que globalement, si on regarde en fait ce qui se passe, c'est qu'en fonction des modèles, entre les plus optimistes et les plus pessimistes, vous voyez que la gamme de ce qui est proposé, donc ça c'est tous les modèles qui tournent, enfin c'est plusieurs modèles qui tournent dans le monde, et pas que ceux de Météo France ou du service de Paris. Donc celui de Météo France, typiquement, c'est celui qui s'appelle ici CNRM Aladin, Centre national de la recherche météorologique Aladin. Donc ça, c'est le modèle français. Et du coup, vous voyez qu'il y a une énorme variabilité. Donc c'est pour ça qu'on cale aussi sur des observations passées et qu'on a besoin de ces observations passées, parce que sinon, vous pouvez faire dire à votre glacier exactement tout ce que vous voulez. Et donc, il faut choisir un ou des modèles qui représentent correctement la réalité passée, présente, pour essayer de prévoir ce qui va se passer dans le futur. Donc c'est juste pour vous dire que c'est un peu complexe. Et il nous manque évidemment, une fois que vous avez tout ça, il y a une chose qui est importante, c'est connaître, donc savoir comment toutes les séries à la fois de bilan de dynamique du glacier, ça on en a besoin pour valider sur le passé, faire tourner tous nos modèles sur le passé pour voir si ça fonctionne, si on arrive à reconstituer la réalité qu'on a observée. Et puis un élément qui est important, c'est qu'il faut aussi voir l'état initial du glacier, c'est-à-dire la hauteur de glace qui reste sur le glacier, parce que effectivement, si vous ne connaissez pas ça, vous ne pouvez pas partir d'un point de départ initial. Et du coup, au laboratoire, on a fait cet exercice donc à la demande. À la demande, alors pour Mer de Glace, on a fait cet exercice à la fois pour EDF qui exploite l'eau de la Mer de Glace et pour la Compagnie du Mont Blanc, puisque vous êtes peut-être au courant qu'il y a un projet d'aménagement de la gare du Mont-en-Vert pour pouvoir améliorer la descente sur la Mer de Glace. Pour Argentière, on vient de finir cet exercice parce que Émosson exploite l'eau qui est sous le glacier d'Argentière. Et Tignes, parce que le petit glacier de Tignes, et pour la station de Tignes, le glacier est un peu réduit à peau de chagrin. Et donc, on a eu des commandes comme ça et on a fait tourner tout cet ensemble-là que je vous ai présenté sur ces 3 glaciers. Alors, il y a des choses qu'on ne sait pas encore faire. Je vais vous montrer les résultats vite fait ensuite. Il y a des choses qu'on ne sait pas encore faire. Typiquement, les glaciers, effectivement, je vous disais, se recouvrent, se noircissent. Si c'est un simple noircissement, ça augmente encore le déficit de masse. S'il est complètement recouvert de gros cailloux, là, au contraire, ça le protège. Ça, on ne le fait pas du tout dans nos modèles. On n'en tient pas en compte. Quelque chose qu'on est en train de commencer à regarder et que peu de gens regardent, c'est que voilà, les températures vont augmenter. Et si les précipitations vont peut-être peu évoluer dans le futur, en moyenne totale sur l'année, on risque quand même de se retrouver avec plus de pluie que de neige à une certaine altitude, ou en tout cas que cette limite pluie-neige va varier. Et ça, cet impact, donc déjà de la hauteur de la limite pluie-neige, savoir est-ce qu'on aura de la neige, est-ce qu'on aura de la pluie, et si on a de la pluie sur la neige, comment ça agit sur le bilan du glacier, ça c'est des choses qu'on connaît encore très très peu. Et puis, pour chaque glacier, on est en train beaucoup de travailler aussi sur les doigts de frottement, c'est-à-dire la dynamique du glacier sur son lit rocheux, dont on connaît peu de choses. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on approxime encore beaucoup de ce frottement, mais ça, c'est un petit peu plus complexe. Et donc, si je regarde ce qu'on a fait sur Argentière et Mer de Glace, vous voyez sur la carte la vallée de Chamonix ici, avec l'aiguille du Midi, donc le télécabine qui arrive à l'aiguille du Midi. Donc on a ici donc évidemment la descente de la vallée blanche, la mer de glace, etc. Donc vous avez des épaisseurs de glace, j'aurais pu mettre l'unité en mètres ici. Donc on se retrouve encore avec entre 300 et 350 mètres de glace sur la mer de glace. Et puis le glacier d'Argentière, pareil, qui s'écoule du haut vers le bas avec la grosse chute de Sérac ici et puis ici Argentière. Donc ça c'est pour 2020. Donc ça c'est essentiellement à partir des observations. Et voilà ce que montrent nos simulations pour 2080. De l'évolution de la mer de glace et d'Argentière. Donc si on prolonge jusqu'en 2100, en fait, donc ça c'est un scénario climatique. J'ai pas mis le pessimiste, j'ai mis le moyen, le modéré, on va dire. J'ai pas mis l'optimiste non plus, puisque a priori on s'éloigne déjà de la possibilité d'avoir un scénario RCP 2.6 au vu de ce qui est proposé depuis l'accord de Paris. Et donc Argentière en fait en 2100 disparaît. Et la mer de glace, en fait, disparaît à plus de 80% d'ici à 2100. Quand même 2 glaciers emblématiques français. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on est en mesure de faire aujourd'hui, de simuler. Et si vous prenez le glacier de Tignes, avec ici l'arrivée du télécabine et puis le glacier ici, donc là, le départ du télécabine est par là, eh bien, voilà ce qui reste pour 2100 pour le glacier de Tignes. 2080, pardon. Alors, pour un scénario, encore une fois, qui est le scénario modéré. Donc, pour Gebroula, en fait, évidemment,
On pourrait, mais on ne peut pas le faire, tout simplement parce qu'au contraire, je vous ai montré les séries uniques, et Dieu sait si on ne les avait pas pour Tignes et que ça a été compliqué à caler notre modèle. Pour Gebroula, on a tout ce qu'il faut pour caler les modèles. Par contre, ce qu'on n'a pas, c'est les épaisseurs de glace sur Gebroula. Donc il y a besoin, en fait, et puis bien sûr, après, il y a du travail de calcul hein, qui est vraiment très long à faire. Et il y a quand même, c'est pas un presse-bouton, évidemment, de ce que je vous ai montré, je pense que vous l'avez vu. Mais il n'y a pas possibilité sur Gebroula aujourd'hui de faire ce calcul parce qu'il manque en fait les données radar, des données radar d'épaisseur de glace actuelle. Voilà. Mais en revanche, il y a un suivi annuel qui est précieux. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on fait nous finement à l'échelle des glaciers. Et si vous regardez ce que font les gens dans le monde aujourd'hui, c'est des choses par contre beaucoup plus globales, très très générales. Et c'est pour vous montrer un peu que globalement, avec les modèles généraux, et si on n'a pas de données pour caler, bah tiens, je vais prendre les Alpes ici. Vous voyez, donc non, vous voyez mal parce que la vignette est trop petite, mais c'est la perte de masse de l'ensemble des glaciers des Alpes d'ici à 2100, avec un modèle pessimiste ici, donc on perd 100% des glaciers des Alpes, avec un modèle optimiste ici en bleu. Vous voyez quand même que, en fonction de tous les modèles et en fonction du fait qu'on n'ait pas de mesure, bah, globalement, en fait, vous perdez entre, allez, soit que 50% de la superficie, soit 100% de la superficie d'ici à 2080. Donc ça fait une grosse différence quand même. Donc c'est pour vous montrer qu'à l'échelle du globe, on est encore quand même très loin d'avoir des choses très fines. Et donc, je pense que c'est pour ça que ces deux approches, elles ont leur importance. Ça a une importance parce qu'au niveau évolution du niveau des mers mondiales, bah, ça vous donne une fourchette. Mais par contre, les études fines, comme je vous ai montré pour mer de glace et Argentière, bah, ça a son impact, notamment par exemple pour les exploitants hydroélectriques que sont EDF et Emosson sur ces deux glaciers. Donc, c'est deux approches différentes. Elles sont nécessaires toutes les deux. Et voilà. Mais au laboratoire, évidemment, on est beaucoup plus dans le glacier au cas par cas. C'est ce qu'on sait faire. Voilà. Et en attendant, en tout cas, moi, j'ai terminé pour cette présentation. Voilà, j'espère qu'on ne verra jamais ce genre de. Enfin, moi, je le verrai pas personnellement en 2100, mais voilà, c'est une image qu'on n'aime pas voir, donc j'ai préféré remettre Gebroula à la fin. C'est quand même beaucoup plus beau. Et je vous remercie beaucoup. Merci Delphine. Waouh. J'espère que j'ai pas plombé le moral de tout le monde. Il reste de la glace, hein. Il faut y aller. Oui, non, je dis waouh parce que d'abord voilà, les collègues se joignent à moi pour les applaudissements. Non, c'est des présentations. Voilà, on avait eu il y a quelque temps une présentation de Philippe Schex sur le climat et c'est toujours passionnant d'abord, vertigineux ensuite, et puis ça fait toujours le même effet malgré tout, parce que voilà, c'est sûr que c'est des scénarios qui sont noirs. Et puis je faisais un rapide calcul, voilà, ça veut dire qu'un enfant là qui naît, qui est en train de naître là tout de suite, ne verra peut-être jamais de glacier dans les Alpes. Et ça, c'est fort. Enfin voilà, ça c'est, j'étais en train de m'interroger en vous écoutant sur, quel message on peut faire passer, parce qu'on est énormément interrogés là-dessus. Plus ça va, plus on l'est d'ailleurs, dans les maisons du parc, les collègues sur le terrain, etc. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour expliquer aux gens? Alors on peut donner l'état, mais faire prendre conscience de, voilà, vous citoyens, voilà, si on continue comme ça, il va se passer ça. Si vous êtes enceinte, si vous projetez d'avoir un enfant, et qu'est-ce qu'on met en place pour essayer de freiner un peu ça? Alors je vois qu'il y a des commentaires, mais je ne les ai pas lus. Alors, de Christian Ballet, les différents modèles prédictifs sur l'évolution des glaciers et plus largement du climat à l'échelle mondiale, avec visiblement une forte variabilité, dépendent-ils de choix, de méthodes scientifiques et ou de considérations politiques? Alors, effectivement, il y a deux choses. Il y a ces scénarios qu'on va dire d'évolution d'émissions de gaz à effet de serre dépendent largement, même très largement, en tout cas dépendent des choix politiques sur le futur, dépendent des choix démographiques, effectivement. Où est-ce qu'on va enfin, je vais pas faire un rapide, mais c'est vrai qu'on est nombreux, voire trop nombreux, voire, enfin c'est compliqué, la planète Terre avec ses modes de consommation, voilà, comme toujours, hein, nous on a beaucoup consommé, c'est compliqué de dire aux gens de pays émergents de ne pas consommer. Donc il y a tous ces modes, toutes ces politiques en fait qui sont celles qui sont essentiellement appliquées par les gouvernements, et on voit bien à quel point, notamment avec l'accord de Paris, ça a été arraché forceps en fait. Et
à quel point c'est compliqué, même pour des grands pays développés, finalement, de se mettre dans la lignée. Et c'est pour ça que je disais que le scénario 2.6, hein, qui est celui d'une réduction, stabilisation, décroissance de nos modes de consommation, on est déjà en dehors de la ligne, quoi. Donc déjà, le 2.6, on n'y est plus. Donc il y a ça. Et puis ensuite, en fait, donc il y a ces scénarios qui, j'allais dire, ils dépendent de nous, tous citoyens, ça c'est quelque chose, mais probablement, voilà. Et par contre, les modèles, tout ce qui est modèle climatique, il faut voir que chaque État a développé, effectivement, enfin, chaque grand État, hein, puisqu'il y a aujourd'hui à peu près une trentaine de modèles climatiques qui tournent dans le monde. Certains, parce que c'est l'historique de certains laboratoires, se sont beaucoup plus concentrés sur l'océan. Donc, par exemple, ont la physique de l'océan dedans qui est extrêmement bonne, et ils ont une dynamique, une physique de l'atmosphère qui est moins bonne. En fait, chaque modèle que je vous ai présenté, et c'est aussi pour ça qu'il y a une telle variabilité, c'est que chaque modèle en fait a des spécificités. Il y en a qui sont très bons pour étudier les zones polaires. C'est notamment le modèle français, hein, de l'IPSL, LMDZ, là, qui a été fait essentiellement pour travailler sur le climat des régions polaires, donc qui inclut beaucoup des aspects cryosphère, mais au sens calotte polaire, donc loin de nos petits glaciers. Donc voilà. Et certains sont très bons pour faire des zooms sur certaines régions, d'autres sont bons pour faire des zooms sur d'autres régions. Ce qui fait que voilà, nous, le modèle français de Météo France, le modèle Aladdin, en termes de projection, finalement, si on veut faire court, c'est celui qui est le meilleur pour la France et pour les glaciers de montagne. Donc ça tombe bien, parce qu'en plus, on travaille du coup beaucoup avec nos collègues de Météo France sur ce truc-là, sur la partie Météo France climat, hein, projection climatique, et non pas prévision. Et donc, voilà, c'est un modèle qui est très bon et qui est très bon pour mettre de la neige dedans aussi, voir comment, voilà, pas que des calottes, mais aussi le manteau neigeux. Il est très bon pour les précipitations, parce que c'est quelque chose qui est très compliqué à faire, et simuler les précipes. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a cette grande variabilité. Dominique, peut-être je te laisse poser ta question. J'ai vu que tu l'avais écrite, mais voilà, peut-être en mettant la caméra pour Oui. Alors, rendre un peu ça vivant, si tu veux bien. Merci. Ma bande passante n'est pas terrible, mais oui, donc moi j'avais juste une petite question de néophyte. Donc visiblement, d'après moi ce que j'avais compris, le changement climatique, il se caractérise par un réchauffement climatique, mais pas que, comme vous l'avez bien dit, mais aussi on note une augmentation de la variance des phénomènes climatiques. Est-ce que vous pouvez tracer cette variance dans vos études des glaciers? Alors, sur les observations passées, c'est sur le glacier en lui-même, hein, je ne parle pas des données de Météo France, typiquement des stations météo. Faut bien voir qu'on a une trentaine, voire une quarantaine d'années de mesure, un petit peu plus sur Saint-Sorlin et Sarenne, mais ce n'est pas non plus des grandes séries. Quand on parle de climat, la définition du climat, hein, c'est une moyenne des variables météorologiques sur 30 ans. Donc, à minima, il faut 30 ans d'observation, notamment sur un glacier, pour dire qu'on a vraiment des phénomènes un peu extrêmes, hein, ce que vous appelez des phénomènes où il y a une variance un peu forte, pour dire qu'on sort de la moyenne. En tout cas, sur Gébrula, du coup, on est un petit peu court. Sur d'autres glaciers, en fait, ce qu'on observe, c'est que finalement, effectivement, hein, il y a une variabilité d'année en année qui est forte. Et c'est pour ça que les modèles de climat, ils sont bons pour simuler le climat en 2050, mais ils ne seront pas bons pour vous simuler le climat en 2023. Parce qu'en fait, il y a une telle variabilité qu'il faut vraiment regarder sur des tendances. Et donc moi, je ne travaille pas beaucoup sur les extrêmes climatiques, sur tout ce qui est lié aux sécheresses, aux inondations, aux crues, etc. Mais c'est des choses que les gens commencent à regarder un petit peu. Et c'est une des seules façons de le regarder, en tout cas ces extrêmes, c'est essentiellement avec le réseau de stations de Météo France, parce qu'à partir des observations sur les glaciers, je vous dis, on est un peu court en termes de longueur, et pour l'instant, on ne sort pas vraiment, par exemple sur les précipitations, de la variabilité en fait interannuelle. On est vraiment dans une enveloppe, donc c'est un peu compliqué. Mais on s'attend à des événements plus extrêmes, c'est sûr, peut-être d'ailleurs un peu plus de précipitations. Il y a la tendance sur les précipitations sur le long terme dans les Alpes, elle est quasi à zéro, hein, donc, mais avec des enveloppes en fonction des modèles qui sont énormes. Donc, c'est ce qui nous pose problème, c'est-à-dire qu'effectivement, comme vous le savez, hein, les précipitations, c'est ce qui constitue le stock de neige et de glace du glacier. Et là-dessus, autant sur les températures, voilà, on sait bien à peu près bien où on va, autant sur les précipes,
c'est un peu, voilà. Donc, d'où les grandes inconnues sur nos glaciers et cette limite pluie-neige aussi qui va probablement connaître des tendances, des extrêmes forts dans les années à venir. Donc, c'est pas... à partir des glaciers, c'est pas très très clair parce que seulement parce que les séries sont un peu courtes en termes de bilan de santé de notre glacier. D'accord, merci. Juliane, si j'ai encore une toute petite question, je peux? Oui, vas-y. Le noircissement des glaciers, j'ai pas bien suivi, c'est général partout sur le globe? Et si oui, est-ce que ça a un effet sur l'albédo? Est-ce que c'est pris en compte? Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous regardez voilà, la déception des touristes quand ils arrivent sur le bas de la mer de glace, c'est en grande partie parce que la mer de glace, elle est devenue complètement couverte de cailloux suite à des éboulements, parce que la montagne autour, voilà, un glacier qui a perdu du volume, bah, vous avez les moraines qui s'écroulent dessus. Alors, si vous avez que de la poussière, c'est ce qu'on a observé un peu. Enfin, il y a deux choses. Soit vous avez des gros rochers qui protègent complètement le glacier, et là, du coup, ça le protège, ça lui fait sa couverture, et du coup, c'est ce qu'on voit, ça fait des grosses moraines. D'ailleurs, à Gébroula, sur le bas de Gébroula, il y en a une belle. Hein, quand on fait le profil du bas, il faut monter cet énorme enrochement. Donc là, ça protège le glacier, ça lui évite de fondre. Par contre, ce qu'on voit de plus en plus, ça c'est des observations qui commencent vraiment maintenant à être assez claires, c'est que lié à tout ce qui est j'allais dire pollution, hein, ce qu'on appelle le carbone suie, les impuretés atmosphériques, on a des dépôts sur toutes les surfaces du globe, et pas que les glaciers, mais en particulier sur les glaciers et sur la neige. Rien à voir avec le dépôt de Sahara, mais c'est du Sahara qu'on a vu il y a un mois et quelques, là, mais c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que vous noircissez la surface. Et plus vous noircissez la surface, plus elle va absorber du rayonnement et plus elle va fondre beaucoup plus vite. Et ces dépôts atmosphériques, on observe beaucoup dans les régions andines. Dans les Andes, on a voilà, parce qu'il y a beaucoup de mines de charbon, etc. Donc ça, c'est des dépôts qui s'observent à la surface des glaciers. Et puis, on commence aussi à l'observer pas mal sur l'Himalaya, où il y a une pollution atmosphérique et qui arrive des grandes cités industrielles, voilà, qui remontent d'Inde, etc., qui fait qu'en Himalaya, on observe aussi ce noircissement, en plus d'un enrochement. Merci. Irène, je lis ta question, tu la formules. Je pense que Delphine a lu toutes les questions. Super exposé, bravo. Oui, tu disais qu'il n'y a pas d'évolution des précipitations à 2700 mètres, mais j'avais l'impression qu'il y avait des tendances à des altitudes plus basses, en tout cas pour les précipitations neigeuses. C'est exactement, d'ailleurs c'est ce que je disais, c'est-à-dire que le volume d'eau en total sur l'année, il n'y a pas de tendance. Par contre, effectivement, la limite pluie-neige augmentant, on va se retrouver avec des quantités de pluie plus importantes que des quantités de neige. En volume, probablement qu'on n'aura pas. En tout cas, sur le passé, si tu regardes au col de Porte, hein, qui est géré par Météo France, c'est exactement ça. Donc le col de Porte à 1300, enfin 1400 mètres. Et puis, je pense que voilà, ça s'observe un peu partout sur les autres réseaux Météo France ou les autres réseaux suivis. On a en global, sur le stock, sur les 30, 40, 50, 30 ans, allez, on va dire, passés, les précipitations totales sur l'année, il n'y a pas une grande tendance. Par contre, effectivement, on observe beaucoup plus de pluie que de neige. Et alors, du coup, à moyenne altitude, typiquement à 1500 mètres, hein, dans nos massifs, on le ressent. Et on le ressent, du coup, avec des saisons sur le bas des stations de ski qui est en souffrance, évidemment, d'année en année. Mais le volume, encore une fois, hein, la précipitation, c'est quelque chose qui a une très, très forte signature annuelle. Voilà, il y a des années avec plus de pluie, d'autres moins. Mais si on tire un trait, si on tire une tendance, c'est vraiment un trait plutôt plat. Et les observations au col de Porte, elles montrent, en Chartreuse, elles montrent vraiment ça, en fait, sur les dernières décennies. Il n'y a pas vraiment de tendance, mais par contre, il y a plus de pluie que de neige. Voilà. Donc, en global, on a les mêmes quantités d'eau. Ok, merci beaucoup. Christian Ballet. Je me lance ou tu verbalises? Merci, Christian. Oui, je peux poser ma question en direct. Vous m'entendez? Très bien. Oui, merci pour cet exposé. Je voulais avoir votre point de vue sur la tentative de certaines stations de ski de vouloir ralentir la fonte des glaciers en les couvrant de bâches. Alors, un avis de citoyenne ou un avis de scientifique? Je vais commencer par le scientifique. C'est un pansement.
C'est un pansement parce que de toute façon, voilà, j'ai Boula avec ses 3 km², faut les trouver quand même, les 3 km² de bâche. C'est un pansement local qui fonctionne, qui peut très bien fonctionner. Ça a été le cas par exemple sur la Rimée des Grands Montées, en haut du glacier d'Argentière, où effectivement il y a un télécabine, le télécabine qui permet d'amener les skieurs, et puis la Rimée qui était donc la grande crevasse à l'arrivée du glacier qui s'ouvrait de plus en plus. Donc ça a permis effectivement de ralentir la fonte et de protéger ce secteur pour éviter que la Rimée, que la neige qui est au niveau de la Rimée ne fonde trop vite et trop tôt. Donc c'était un bon pansement. Après, alors évidemment, on peut probablement trouver des matières qui ne soient pas des matières trop polluantes, qui ne soient pas, mais on n'enlèvera pas de l'idée qu'une bâche de 3 km², on ne l'amène pas à dos d'homme. Et donc, voilà. Après, on est tous, bon, voilà, moi la première en tant que citoyenne, hein, la neige artificielle, bah, voilà, qu'est-ce qu'on peut en penser? Les bâches qu'on transporte et qu'on doit amener, qu'est-ce qu'on en pense? Voilà, voir, voilà, on a vu des tentatives dans les Pyrénées de neige qui étaient amenées par des hélicoptères. Enfin, on marche sur la tête. Donc ça marche très bien. Très localement, je pense, pour des situations un peu à risque telles qu'on a pu le voir. Voilà, j'ai cet exemple d'Argentière parce qu'il est assez parlant, effectivement. Pour pouvoir protéger les skieurs sur la descente des Grands Montées, l'idée c'était de pouvoir mettre cette bâche. Mais pour moi, ça s'arrête là. Et j'ose espérer qu'on ne se lancera pas dans des projets gigantesques de bâcher les glaciers. Je vais vous donner un autre exemple. Alors, qui est assez pour moi parlant. Argentière, le glacier d'Argentière, quand on a commencé à faire cette étude pour Emosson, qui est la société hydroélectrique qui exploite l'eau du glacier d'Argentière, quand on a vu les premières simulations d'Argentière sortir en 2080, 2100, on a fait waouh, là, Argentière, ils vont commencer à pétocher un petit peu parce que voilà, le glacier, c'est un stock, c'est un effet tampon. En plus, ça amène de l'eau alors là, en l'occurrence dans le barrage, mais même pour la mer de glace, ça amène de l'eau. Ils peuvent turbiner au mois d'août quand globalement il y a moins d'eau ailleurs. Donc c'est des apports qui sont énormes. Et finalement, Argentière, en discutant avec le directeur de la concession, etc., d'Argentière, au final, vu la forme du glacier, vu le peu d'aménagement qu'il y aura, probablement qu'il va y avoir un énorme lac qui va se former sur le glacier d'Argentière. Au final, on a un exploitant hydroélectrique qui turbine l'eau du glacier, mais côté suisse, hein, évidemment, puisque ça remonte jusqu'à Valorcine, qui l'a bien pris. Bon, peut-être parce qu'il a vu des étoiles quand il a vu un lac artificiel, il s'est dit waouh, fantastique, voilà, à la place d'un glacier, j'ai un lac. Mais il y a potentiellement, voilà, même si on voit que ces glaciers ils disparaissent, il y a potentiellement aussi des aménagements possibles pour continuer quand même d'une certaine façon à pouvoir faire que cette partie économique, hein, des aspects de la montagne on peut discuter de ça évidemment, mais puisse continuer quand même à travailler dans ces régions-là. Par contre, pour tout ce qui est le ski lié avec les bâches, moi j'ai du mal à. Ça, c'est des choses que j'accepte un peu, voilà, qui me semblent plus compliquées, difficilement acceptables pour tous, mais bon. J'aime beaucoup votre dernière diapositive, hein, le petit dessin humoristique sur les touristes avec la neige à hausser. Enfin, je pense que c'est quelque chose qu'on vit déjà. Enfin, à Tignes, pour y avoir été l'été dernier, effectivement, des gens montent, se prennent en photo à grand renfort de selfie, souvent en t-shirt et en short. Ils restent pas longtemps. Et j'ai l'impression que juste, ils n'ont pas conscience. Il n'y a pas encore ce panneau neige à hausser ou glacier à hausser. Et que voilà, pour le moment, c'est pas encore rentré dans les esprits, cette réalité-là. Mais on n'en est pas loin. Enfin, voilà, ce dessin, je pense que d'actualité. Bon, on me demande souvent, hein, parce que évidemment des communications, enfin voilà, j'aime parler de ce que je fais, et puis là typiquement j'ai en face de moi des personnes qui sont extrêmement concernées par la montagne notamment. Je pense que réellement pour nos générations,
les gens prennent le message et puis voilà. Mais j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on apprend le français et les maths voilà, depuis la maternelle et qu'on n'apprend pas l'écologie, quoi. Enfin, il y a des choses probablement. Non, mais parce qu'on parlait de génération tout à l'heure, je pense que réellement, bien sûr qu'on peut faire des messages et vous êtes voilà, au parc, c'est vraiment des messages que vous souhaitez faire passer. Pour moi, ça doit vraiment rentrer dans un système éducatif. Si on veut pas aller droit dans le mur, il faut que ça soit pris vraiment au plus jeune âge, en fait, tous ces problèmes écologiques. Et c'est ça qui me fait un peu de la peine, c'est que j'ai l'impression qu'on tarde un peu à mettre tout ça en place et qu'on essaye de diffuser des messages, mais à des adultes qui, de toute façon, voilà, peut-être souhaitent changer certaines choses. Beaucoup essayent de changer d'ailleurs et d'améliorer les choses, mais il faut que ça soit vraiment global. Et donc, il faut que ça soit pris, voilà, notamment aussi avec l'éducation et l'éducation nationale. Bon, bref, ça, c'était personnel. Non, mais c'est intéressant parce que voilà, j'allais vous poser la question, quel message? C'est vrai que nous, je le disais, on est beaucoup au contact du public sur ces questions-là. Et comment transformer l'essai? Enfin, on interagit aussi pas mal avec Jean-Baptiste Bosson qui continue à marteler un discours positif en disant voilà, ça n'est pas terminé. J'avais eu l'occasion de profiter d'une de ses présentations où il avait converti la masse en piscine ou en stade, je ne sais plus comment, et c'était vertigineux. Enfin, on des choses qui parlent, ou une hauteur d'immeuble, ou pour que les gens se rendent compte, ouais, on voit 40 mètres, mais ça reste assez abstrait. Ça reste, voilà, quelque part, si on ne fait pas l'exercice intellectuel. Et il martèle quand même un discours positif. Et en vous écoutant, je me disais, bon, mais après, moi, je crois et je continue à croire aussi en l'action de chacun, même si elle ne fera pas tout. Et il y a des décisions politiques importantes sur des grands usages que nous, on ne maîtrise pas. Mais je me dis toujours, on a réussi malgré tout en un temps encore trop long, mais relativement court, sur une vingtaine d'années, où on a vu l'émergence de magasins bio aussi sur la force et le pouvoir du consommateur. C'est pas encore une généralité, mais c'est vraiment une augmentation marquante, moi je trouve, sur mon pas de temps de vie à moi. Ouais. Et est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez de continuer à marteler? Effectivement, chacun peut être acteur de ça. Et c'est aussi nous, en tant que consommateurs, qu'on fait basculer ça. C'est-à-dire que les choix des industriels aussi, auxquels les politiques devront forcément prêter une oreille à un moment, si cette masse décide de changer, si la masse qu'on représente décide de changer. Ah bah, je pense que de toute façon, je vous disais tout à l'heure, voilà, le message pour, voilà, je parle pour ma génération. C'est vrai que parfois, bon, il passe, les gens se rendent compte, euh, mais il faut continuer à le marteler. Et si, enfin, ça, j'en suis persuadée. Et moi, je fais du coup beaucoup d'interventions chez des jeunes et chez des moins jeunes, et je continuerai à le faire, c'est sûr. Je me dis juste qu'il faut que aussi que ça, à un moment, ça vienne aussi du haut en disant, là, il y a un vrai problème, dont l'éducation, parce que tout va passer par nos enfants, petits-enfants, etc. Donc ça passe par l'éducation dès le plus jeune âge, en fait. Voilà, il y a tout un changement. Alors, il n'est pas que à l'éducation nationale, évidemment, tout ce qui est économique, voilà, ça, on peut en parler pendant des heures. Mais je pense qu'il y a aussi des vraies mentalités, elles ont évolué, comme vous le dites, mais il faut que ça continue à évoluer et que ça continue à évoluer finalement, c'est comme du français, quoi. Enfin, je veux dire, ça fait partie de notre façon d'être, de notre façon de faire. C'est voilà, d'être proche de la nature, c'est d'être proche voilà, de ces préoccupations-là. Alors, il y a 2 questions. Alors Dominique, oui, bien sûr. On a encore un petit quart d'heure pour les questions, donc n'hésitez pas, Dominique. Mais je peux peut-être laisser la parole à Hubert qui n'a pas encore parlé. Ah oui, s'il le souhaite. Ah, pardon, j'avais pas vu que la main était levée, bien sûr. Hubert. Oui, merci Dominique. Je mets la caméra. Bonjour à tous. Merci à Delphine pour ce très bel exposé. Je voulais revenir sur les précipitations, puisque vous avez montré que les précipitations en altitude n'évoluent pas vraiment. Par contre, en Basse-Savoie, où je suis, là, à 400 mètres, moi je les mesure, hein, c'est pas, chaque année, et sur les 4 dernières années, il y a 20% de moins de précipitations, et cette baisse est essentiellement estivale, hein, elle va avec les périodes de chaleur et de sécheresse estivale. Donc il semble qu'en montagne, ça soit tamponné, hein, et ce n'est pas sans conséquence sur la biodiversité. Et on voit une érosion forte
du monde des insectes et consécutivement aussi des populations d'oiseaux que je mesure également en Basse-Savoie, mais je vais dès cette année aller voir si j'observe les mêmes évolutions aussi en montagne, parce qu'en Basse-Savoie, il y a des évolutions très fortes, hein, de l'ordre de la moitié des espèces qui ont disparu sur les secteurs où j'ai fait mes observations, et la moitié aussi des couples reproducteurs. Et donc je relie ça surtout à la baisse des insectes et donc au changement climatique. Et donc voilà, en montagne, je sais pas, ça a l'air d'être tamponné, mais j'aimerais bien aller voir. Ouais, alors je pense, votre remarque, elle est très juste. Encore une fois, je pense qu'effectivement, il y a des années, et là on en a peut-être 4 d'affilée, effectivement, où on observe cette baisse. Si on observe encore pendant 15-20 ans cette baisse des précipitations, finalement, on pourra dire qu'il y a une tendance. C'est un peu toujours la différence entre la météorologie de l'année et ce qu'on appelle le climat à long terme. Encore une fois, si je dis qu'il n'y a pas de tendance sur les précipitations en montagne, ça ne veut pas dire que, par exemple, sur les 3 dernières années, il y a moins de neige. Alors, je n'ai pas ces chiffres-là. Ça veut juste dire que si on prend voilà, si on trace un trait, ben, le trait, il ne monte pas ou il ne descend pas. Mais on peut avoir 3, 4, 5 années plus déficitaires et puis après 3 années un peu plus et donc au final ça s'équilibre. Donc c'est un peu ça que j'appelle cette tendance du climat et c'est cette notion-là. Et par contre, l'humain, nous, vous, moi, on a tous en fait cette perception du temps présent, de la météorologie. Donc effectivement, on se dit tous, quand j'étais petit, il neigeait plus. On a tous ce sentiment parce qu'on se souvient d'un hiver extraordinaire où on a fait de la luge dans la rue et on se dit mais ça n'arrive plus jamais. Et en fait, au final, si, c'est juste cette perception. Nous, on a la perception qu'effectivement, on a voilà, il fait chaud de plus en plus. L'été dernier, juin, il a fait super chaud, enfin tout ce que vous voulez. Mais au final, si on moyenne, et c'est ce que font les climatologues, hein, pour essayer de voir en fait, ce qu'on cherche à voir, c'est des tendances pour le futur. Voilà, c'est pas si une année, je suis incapable de vous dire si en 2056, il y aura beaucoup de neige en hiver ou au contraire pas du tout de neige. En fait, c'est juste une tendance. On est incapable de faire ça aujourd'hui. On fait pas de la prévision météo, on fait de la projection climatique. Donc, on a des grandes tendances comme ça. Donc, mais avec des années qui peuvent être extrêmement déficitaires et du coup extrêmement catastrophiques, comme vous le dites, pour tout ce qui est diversité. Ce qu'on espère juste, c'est que ce que vous dites là sur les dernières années à 400 mètres et probablement à d'autres altitudes et dans d'autres secteurs des Alpes, parce qu'après il faut bien voir quand même, généralement on fait des moyennes sur des massifs, ça se prolonge pas trop longtemps quoi. Voilà, c'est un peu ça quoi, c'est que cette tendance à la baisse de 4 ans que vous observez vous, elle continue pas comme ça pendant 20 ans, parce que là effectivement on pourra se dire que ça devient catastrophique. Mais c'est complètement c'est juste ce que vous dites. Voilà, tout le monde observe soit des crues à certains moments, des sécheresses énormes, des hivers plus ou moins enneigés, de la neige, de la pluie qui tombe à la place de la neige à 2000 mètres dans les Alpes. Enfin, je veux dire, l'hiver, on a l'impression qu'effectivement, il y a de plus en plus, et c'est peut-être vrai, d'épisodes de chaleur en hiver. On l'a bien vu là en février, on avait des températures qui n'étaient pas du tout de l'ordre de celles d'un mois de février classique. Donc on a peut-être tendance sur les températures à voir effectivement des hivers avec des pics de température à l'intérieur. Oui, j'espère aussi que ces tendances ne dureront pas, mais hélas, j'en doute un peu. Déjà pour cette année, au jour d'aujourd'hui, toujours sur ce que j'observe, il y a 20% de moins de précipitations. Et ça, c'est pas bon pour les nappes phréatiques, pour les stocks d'eau dans les sols, parce que à partir de maintenant, la végétation va pomper une bonne partie de ce qui va tomber. Et donc là, on se retrouve déjà avec un déficit en début d'année. Oui, d'accord. Dominique, Aléné. Bon, si j'ai encore le temps. Voilà, moi, j'étais pas sûr d'avoir bien compris ce que représentait le scénario le plus favorable dans la modélisation. Est-ce que c'est le cas qui correspond au fait où il n'y a plus d'émissions de gaz à effet de serre? Et si oui, j'ai l'impression que ça indique qu'on a quand même une certaine inertie qui reste présente et qui va perdurer au moins 80 ans. Est-ce que j'ai bien compris ou pas? Ouais, alors, le 2.6, donc effectivement, c'est pas une stabilisation, c'est
un contrôle des émissions. Alors j'ai quelque part, mais j'ai pas la valeur là sous les yeux, donc ça me prendrait 3 minutes pour rechercher. Je vous la sortirai pour la deuxième partie quand voilà, ça sera plus à moi de parler. Ce que ça représente en termes de diminution des gaz à effet de serre. Mais c'est une très très bonne remarque, c'est qu'une fois que ce gaz à effet de serre il est dans l'atmosphère, il disparaît pas comme ça. Évidemment, il est dedans et il y reste. Il y reste une bonne partie. Alors il y a des puits de carbone et notamment aujourd'hui c'est l'océan qui est un puits de carbone, donc qui absorbe une grande partie des émissions passées de gaz à effet de serre. Il l'absorbe aujourd'hui. C'est toute une dynamique entre l'atmosphère et l'océan. Le fait que voilà que ces gaz ils sont absorbés dans l'océan, mais c'est pas parce que vous émettez aujourd'hui un gaz à effet de serre qui va être absorbé aujourd'hui dans l'océan. Évidemment, il monte dans l'atmosphère, il y a tout un voyage, etc. Et puis pendant des années, des décennies, etc. Ça s'équilibre avec l'océan, mais ça s'équilibre donc. Effectivement, une fois que vous en émettez dans l'atmosphère, il reste encore pendant 80 ans. J'avais un collègue à moi disait que si on enlevait tout humain et toute activité de la Terre aujourd'hui, en fait, il faudrait presque un siècle pour retrouver l'air pur, hein, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire des années 1850, 1850. Donc c'est pour dire qu'en fait, ces gaz, ils restent dans l'atmosphère, ils sont recyclés en partie par l'océan, mais avec un problème justement, c'est que l'océan du coup absorbe ces gaz à effet de serre et que l'océan en fait devient de plus en plus acide. Si vous regardez les courbes d'acidité de l'océan mondial, l'acidité monte dans les océans, et ce qui n'est pas bon du tout non plus pour la biodiversité marine, loin de là. Donc l'océan est un absorbeur de nos pollutions. C'est grâce à lui que tout ce qu'on émet, tout ce qu'on a émis sur plus d'un gros demi-siècle maintenant, vraiment en consommation intensive, a été en partie absorbé, mais pas tout. Il en reste évidemment dans l'atmosphère. Mais voilà, ça pose un souci parce qu'à contrario, c'est l'océan qui trinque. Voilà. Donc on a des fortes acidifications de l'océan et en plus un fort réchauffement de l'océan mondial. L'augmentation du niveau des mers, elle est liée en partie à la fonte des glaciers, elle est en partie liée au fait que l'océan se réchauffe. Tout corps qui se réchauffe en fait se dilate et donc les océans en fait se dilatent et donc ont tendance à augmenter le niveau des mers aussi. Okay. Donc c'est compliqué les océans, le lien entre l'atmosphère et les océans. C'est pour ça que tout est imbriqué en fait. Et c'est pas juste parce qu'on émet un gaz aujourd'hui dans l'atmosphère que le problème c'est l'atmosphère. Non, le problème c'est l'océan. Qui dit un océan qui se réchauffe, ça veut dire que c'est toute la banquise qui se met à fondre. Qui dit la banquise qui se met à fondre, c'est moins d'épaisseur blanche à la surface de la Terre, donc c'est plus de rayonnement absorbé, donc l'océan qui se réchauffe encore. Enfin, c'est pour vous dire que ce climat de la Terre, voilà, on parle de machine climatique, c'est vraiment pas... On ne regarde pas juste un élément, on ne regarde pas juste les forêts, on ne regarde pas juste un bout d'océan Pacifique. Non, tout est imbriqué. C'est pour ça que c'est si complexe et que parfois les gens nous disent « Oh, c'est pas très très clair quand même ce qui va se passer ». C'est pas très très clair parce que c'est vraiment extrêmement compliqué en fait. Et qu'on ne connaît pas, d'une, on a du mal à connaître toutes les interactions. Et deux, après, pour modéliser ça et simuler ça, c'est une autre paire de manches, quoi. Il faut des supercalculateurs qu'il faut refroidir à longueur de journée. Donc ça n'augmente pas nos bilans carbone. Et du coup, est-ce que l'inertie politique ne nous condamne pas de toute façon à voir disparaître nos glaciers, s'il y a une inertie climatique? Ouais, alors si on compte sur même une stabilisation, on va dire, sur le RCP 4.5, là, on a une augmentation effectivement alors mon graphe il est là. Ça nous fait une augmentation des températures de l'ordre de 3 degrés en moyenne sur le siècle à venir, aux alentours de 2700 mètres. Moi, j'avais pris 2700 parce que du coup, ça va bien aussi pour Gebroula. Et donc, globalement, en fait, effectivement, même avec ce genre de scénario où on stabilisera, et le fait que la machine climatique, elle a un peu du mal, on est pratiquement condamné, ouais. Sauf si, encore une fois, les précipitations dont on connaît peu de choses vont compenser. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on a un peu du mal à... On pense pas, mais c'est jamais. Merci bien. Bon, le temps, on arrive au bout du temps prévu. Merci beaucoup encore Delphine, c'est passionnant. Merci d'avoir répondu à nos questions, pris le temps. On partagera bien évidemment la présentation pour pouvoir zoomer notamment sur les graphes, ce que j'ai fait pendant votre intervention pour avoir un petit peu de détails.
justement, ça me permet juste de conclure en remerciant encore le parc parce que voilà, on a ce soutien chaque année du parc et je pense j'espère vous avoir fait comprendre qu'en tout cas ce suivi de Gebroula, il n'y en a pas beaucoup dans le monde et que c'est vraiment du coup un patrimoine à part entière en fait ces observations sur le glacier et c'est quelque chose d'unique même s'il manque certaines observations, voilà, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose d'unique le suivi de Gebroula, donc c'est extrêmement important, c'est extrêmement visible et du coup, voilà. Gebroula est connu au ministère de la Recherche à Paris pour ça, pour son suivi. Et oui, et il y a une forme de CNRS. fierté du coup, qu'on partage Voilà. modestement, mais avec vous. Vous disiez, voilà, bon, le fond est lourd et triste, et voilà, mais malgré tout, c'est grâce à votre travail, aux données cumulées et à notre travail du coup ensemble, aussi modestement soit-il, qu'on peut faire porter ces messages-là à tout le monde et qu'on peut aussi contribuer et éclairer sur ce qui se passe. Et ça, c'est capital. Et aujourd'hui, enfin, ne serait-ce que dans les médias, on l'entend énormément. Enfin, les journalistes, en tout cas, sont très mobilisés sur ce sujet-là. C'est quelque chose qui, même s'il y a d'autres choses qu'on peut observer au quotidien, et Hubert nous le rappelait, sur les insectes, les oiseaux, les gens, ils sont moins sensibles. Là, il y a quand même une grosse pression médiatique sur le sujet glacier, je trouve. Et voilà, c'est par cette entrée-là, on peut faire comprendre aux gens qu'il faut adapter pour tout le reste aussi. Voilà, c'est C'est ça. Tout énorme. est Bravo, important. et on voit le travail colossal derrière aussi.